Lors de la précédente administration de la ville de Mont-Saint-Hilaire, une pétition avait été signée par des dizaines de citoyens et citoyennes pour empêcher la mise en œuvre d'un accès à la montagne par la rue du Sommet, ce qui fut un succès. Or, la nouvelle administration se prépare à relancer cette initiative ayant un impact direct sur le bien-être des résidents de cette rue, qui est cul-de-sac. Nous avons démontré, sans contredit, que ce projet n'est pas socialement acceptable. Allez-vous vous engager à rejeter définitivement ce projet? Non. Alors, on va travailler très fort pour minimiser l'impact sur les résidents de la rue, mais non, on ne rejettera pas ce projet-là. Je vous remercie. On pense que ça veille au bien commun. Je vous remercie. Dans la revue Horizon, reçue par la porte, on peut y lire les enjeux dans les districts de la ville. Dans le district 4, il est écrit « Accès au sentier du Piémont sur la rue du Sommet ». Avez-vous eu l'occasion de prendre connaissance de la pétition déposée en novembre 2020 d'une centaine de signatures qui mentionne que les gens du quartier des Falaises ne veulent pas d'accès au sentier Piémont sur la rue du Sommet? Dans les séances du Conseil de la Ville de 2020-2021, plusieurs citoyens ont clairement mentionné qu'ils ne voulaient pas de cet accès supplémentaire. Pourquoi en faire un enjeu de district s'il n'y a pas d'accessibilité sociale? Je vous rappelle que l'accès sur la rue des Filles, qui n'est qu'à 900 mètres, ce n'est pas loin quand on veut aller marcher dans le sentier. Merci pour votre commentaire. C'est en effet pas seulement qu'un enjeu de district, c'est un enjeu de bien collectif. J'en prends bonne note. Pour le sentier de la rue du Sommet, qui vous tient à cœur, l'étude de l'arpentage a été faite. A-t-elle démontré une faisabilité du sentier, déplacement de roches, d'arbres? Quelles mesures de compensation la Ville envisage-t-elle pour la perte de jouissance des résidents? À ma connaissance, la jouissance d'un résident se limite aux frontières de son terrain. Je ne crois pas qu'il y ait perte de jouissance. En ce qui a trait à l'évaluation des impacts, ils seront pris en compte en temps et lieu. Je réitère le fait pour minimiser les impacts sur le milieu naturel et sur les résidences adjacentes. On va faire les choses avec beaucoup de diligence. Je vous remercie. Dans les plus récents bulletins d'information Horizon, le maire a réitéré l'attachement de la nouvelle administration de la ville de Mont-Saint-Hilaire à la transition écologique et à la protection de la biodiversité. Or, dans les faits, nous constatons que vous maintenez les projets immobiliers de la zone 60 de la précédente administration entre la rue du Massif et la 116, ce qui va totalement à contre-courant de votre engagement de protection de cette zone de la montagne. Allez-vous vous engager à mettre fin définitivement à ce projet nuisible au bien-être des citoyens et au maintien de la biodiversité? Alors, oui, je réitère mon attachement à la biodiversité puis à la nécessaire transition écologique, c'est sans équivoque. Maintenant, pour y arriver, il faut quand même sous-peser différents éléments, notamment le besoin de logement de la population et le droit des propriétaires, notamment. Dans notre plateforme politique, on a toujours dit qu'on voulait, dans le fond, concentrer le développement dans les axes desservis par le transport collectif. Ça donne que la zone H60 est une zone qui est desservie par le transport collectif et qui fait même partie de la RTOD. Donc, à cet égard-là, en termes de cohérence urbanistique, le développement dans la zone H60 a quand même un certain intérêt. Il faut comprendre qu'il y a eu un travail important de fait avec les propriétaires et avec l'administration précédente dans le cadre de ce dossier-là qui permettent notamment des choses intéressantes et auxquelles on adhère. Premier élément, c'est d'avoir établi un seuil maximum de densité qui est celui de la RTOD, c'est-à-dire 40 unités de logement à l'hectare. Première des choses. Deuxième des choses, dans la zone H60, il faut comprendre qu'il y a plus de 30 plus près de 34 du territoire qui va quand même être maintenu à l'état naturel, ce qui est beaucoup plus que le 10 de parc qui est prescrit par la loi. Les milieux humides seront intégralement préservés et les boisés d'intérêt aussi. Ce qui va permettre de faire une zone tampon entre l'actuel développement à plus faible densité et les développements à plus forte densité qu'on y retrouve déjà, c'est-à-dire le complexe Bordua et les résidences Soleil. Il faut également comprendre que la Ville a travaillé très fort pour faire des échanges de terrain de manière à maintenir cette bande paysagère-là et les boisés qui la constituent entre les deux secteurs. Et finalement, ça va permettre de maintenir un lien, une piste multifonctionnelle entre la partie près de la caserne, si vous voulez, et le district 5, le district 4, qui est relativement enclavé
et pour lequel la circulation active est difficile puisque les enfants et les adultes également doivent emprunter le boulevard Laurier. Donc, on croit sincèrement que le projet a certains mérites. Maintenant, le projet, dans ses grandes lignes, dans ses principes, a été accepté, mais il reste encore des étapes à venir et des études à faire. Et on croit que dans ce processus-là, il y aura encore lieu de bonifier le projet, mais les assises du projet sont quand même intéressantes. Il faut rendre compte du travail qui a été fait, qui va, je le réitère, permettre de protéger les milieux humides, les boisés d'intérêt et de maintenir une bande paysagère entre les développements actuels à plus faible densité et à plus forte densité. Le projet nous semble avoir ses mérites autant sur le plan de la conservation de la biodiversité que sur le plan urbanistique d'une forme d'urbanisme durable. Alors, je m'en tiendrai à ça pour l'instant en ce qui a trait à la zone H60. Qu'en est-il du projet du développement excessif, selon nous, prévu de la zone H60? Comme citoyens, nous nous attendons à être consultés bien en amont des décisions prises par la mairie. Nous sommes très préoccupés par les enjeux de ce développement, ne serait-ce que la circulation routière et piétonne, la protection du milieu naturel et humide, la nécessité des services publics accrus et de l'agencement des autres méga-développements prévus sur l'axe du boulevard et du camping Laurier. Quand et comment comptez-vous procéder à cette consultation citoyenne sur H60 et la globalité des projets de développement environnant qui ont un impact sur les uns et les autres? Alors, M. Vrins, vous êtes un citoyen de Mont-Saint-Hilaire de longue date. Vous habitez nouvellement ce secteur-là et je comprends votre préoccupation actuelle à cet égard, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des consultations publiques dans le cadre de l'adoption du plan d'urbanisme durable, ensuite plus spécifiquement portant sur la zone H60 et même avant cela, au début des années 2000, et vous en savez quelque chose, dans le cadre du comité du périmètre. La situation actuelle est loin d'être, dans le fond, une situation fortuite comme ça. Au contraire, c'est l'aboutissement d'un long processus et je constate que l'acceptabilité sociale, en fait, est soulevée par un certain nombre de personnes, mais c'est quand même la continuité d'un très long processus. Et donc, si vous voulez savoir où on en est rendu par rapport à ça, bien, il y aura possiblement des moments, mais allez voir dans le MSH 2035 et vous allez pouvoir y trouver notamment des études qui ont été faites. Mais je reconnais tout de même qu'il y a un travail à faire en ce qui a trait à la circulation pour le boulevard Laurier. Puis on espère bientôt avoir des réponses à vous offrir pour rendre la circulation plus fluide. Mais comprenez que la zone H60 est quand même le fruit d'un très long processus et on entend bien continuer à être vigilant par rapport à tout le développement de ce secteur-là. Mais il faut quand même situer ce développement-là dans son contexte historique et dans le processus qui a mené jusqu'à la situation actuelle. Je vais m'en tenir à ça pour ce soir. Vous dites être en faveur de consultations citoyennes. Pouvez-vous nous préciser quand et comment vous comptez en faire pour la zone H60? On voit les choses aller pour la A16 et honnêtement, ce n'est pas rassurant pour la H60. Les seules consultation a eu lieu il y a trop longtemps. Grand nombre de résidents actuels n'étaient pas là. C'était davantage une séance de publicité des promoteurs qu'une séance de consultation. Merci. En fait, oui, il y a eu des consultations au milieu des années 2000. Il y en a eu encore au milieu des années 2010, 2015, 2016, 2017. On est à matérialiser tout ça. Puis, en fait, il y aura en temps et lieu peut-être d'autres éléments de consultation. À ce moment donné-ci, je ne suis pas en mesure de vous répondre précisément à l'égard de votre question, mais j'entends votre préoccupation. Je vous remercie.
Peut-être aussi préciser, M. le maire, que la consultation dont monsieur parle, ce n'était pas une consultation de la ville. C'était une consultation par les propriétaires qui ont loué le local qui est au pavillon Jordi-Bonnet, qui appartient à la ville, mais qui est une salle qui est disponible et pour lesquels ils voulaient faire une promotion de leurs produits, de leur terrain, répondre à des questions citoyennes, mais que ce n'est pas la ville qui a organisé ou demandé, ce n'est pas dans le cadre de la loi que cette consultation a eu lieu et c'est vraiment, comme certains semblent le voir, un pitch de vente. Oui, ce l'était, c'était d'aller voir ce que les citoyens voulaient, mais le promoteur pouvait travailler à sa guise sa rencontre et la suite des choses. Ce n'est pas un événement ville, quoique nous étions présents, mais pas pour consultation, pour entendre aussi les citoyens de notre côté. Donc, je voulais juste le préciser, là, que ce n'était pas un événement légal organisé par la ville non plus. D'accord, je vous remercie pour les précisions, M. Saintonge. Où en êtes-vous rendu dans les démarches pour la zone H60? De nouvelles négociations ont-elles lieu avec les promoteurs depuis l'entente de principe d'octobre 2020? Non, il n'y a pas eu d'autres négociations, si je ne m'abuse. Actuellement, on est à continuer, en fait, l'analyse plus spécifique de certains aspects du dossier. Mais il n'y a pas eu d'autres négociations à ma connaissance. Quelle est votre position claire au sujet du projet de développement de la zone H60 et quel est l'état du dossier de la situation actuelle du projet de développement de la zone H60? Alors, j'espère que vous irez voir l'historique de la zone H60. Vous pouvez notamment la consulter sur le site Notre MSH 2035. Et sur lequel, alors je ne répéterai pas tous les éléments de processus puisque c'est un projet qui a été réfléchi notamment dès le début des années 2000. Et à l'époque, on voulait beaucoup protéger le Piémont, puis le compromis, c'était que le développement se fasse plus bas. Et donc, je ne reviendrai pas sur ça, mais rappelons-nous, les éléments principaux de H60, c'est de limiter la densité d'habitation, c'est d'optimiser la protection des milieux naturels, qui est autour de 34 %, de protéger tous les milieux humides, de protéger les boisés d'intérêt, de favoriser la connectivité avec les autres quartiers. Et les étapes qui sont à venir, mais c'est toute l'approbation sur le plan architectural des bâtiments. C'est aussi les études qui vont venir préciser certains aspects. Et donc, on est dans ce processus-là. Puis, en temps et lieu, il y aura plus d'informations qui pourront vous être communiquées de façon à ce que les formes du bâti ou autres qui seront aussi déposées au comité consultatif en urbanisme puissent bien s'intégrer aux éléments bâtis existants. Est-ce que la Ville a en main une étude récente et indépendante sur l'impact environnemental du développement de la zone H60, 400 portes dans le boisé entre le Massif et la 116? Alors, des études sont en cours pour bien apprécier les impacts qu'auront ce développement-là, tel que prescrit en fait par la loi sur la qualité de l'environnement, sur un terrain zoné blanc en zone habitation. Donc, en temps et lieu, des études viendront préciser les impacts, mais puis-je vous rappeler, et c'est peut-être une question qui est un peu particulière, mais les projets industriels sont soumis à des études d'impact. Or, les projets résidentiels nécessitent l'étude de caractérisation et la production en fait d'études en fonction des règles qui sont prescrites par les règlements, notamment le règlement sur les permis et les certificats. Mais le développement résidentiel ne fait pas l'objet d'études d'impact au sens de la loi sur la qualité de l'environnement, mais plutôt de demande de certificat d'autorisation. Et soyez assurés qu'on va être très rigoureux dans la réalisation de ces études-là de manière à ce qu'on puisse avoir un projet qui a le moins d'impact possible sur les milieux naturels, comme j'ai déjà dit préalablement. Mais rappelons-nous aussi que ce projet-là pourrait avoir en fait des retombées positives pour l'ensemble de la ville qui notamment fait face à des enjeux d'habitation, de logement et autres. Donc, on va sous-peser ça, mais non, il n'y aura pas d'études d'impact au sens de la loi sur la qualité de l'environnement, mais bien juste des expertises qui seront produites de manière à obtenir les certificats d'autorisation pour que ça se fasse dans les règles de l'art. Merci pour votre question. C'est assez incroyable et surprenant d'entendre le conseil municipal se dire si préoccupé d'une supposée crise de logement à Mont-Saint-Hilaire. Nous ne sommes pas sur le plateau Mont-Royal pour parler de mobilité et de manque de logement pour les jeunes familles et les personnes âgées.
Et c'est encore plus inquiétant quand on sait que les citoyens font tout pour sauver les derniers arbres de leur ville, alors que le Conseil se dise vert, semble privilégier les développements pour régler une supposée crise de logement. C'est quoi exactement, sur quoi exactement se fondent les grandes idées du Conseil et du Parti Transition quant à une crise du logement à Mont-Saint-Hilaire? Alors, à cet égard-là, on est à documenter en fait la situation du logement. Quand je dis crise du logement, bien, j'écoute les médias comme vous, puis on le voit bien. L'Union des municipalités du Québec a déposé des documents. La CMM dépose des documents à cet égard-là. Et je ne crois pas que Mont-Saint-Hilaire vit sur une île. On est à l'intérieur de cet ensemble-là. Vous n'avez qu'à considérer, en fait, la difficulté à même se trouver un loyer. Et il y a des familles reconstituées qui nous font part de leurs difficultés à se relocaliser à l'intérieur de la ville de façon à maintenir leurs enfants. Donc, je ne partage pas la lecture que vous faites de la situation du logement et je ne veux pas non plus mettre en opposition développement domiciliaire et protection des milieux naturels. Je pense qu'il faut considérer les deux, mais il faut le considérer d'une façon cohérente. Et c'est ce qu'on tente de faire en documentant la situation du logement à Mont-Saint-Hilaire, puis dans l'espoir d'adopter promptement une politique d'habitation. Alors ça, si vous n'êtes pas convaincu de la situation du logement, je vous invite notamment à consulter les documents issus de toute la consultation publique qui sont les consultations publiques qui sont en cours à l'égard de la politique d'habitation que le gouvernement du Québec veut adopter, et sinon de consulter les documents de l'Alliance Ariane à cet égard-là. Et puis, bien, je vous prie de comprendre qu'on est à sous-peser tous les éléments de façon à prendre des décisions qui sont éclairées. Et je salue en fait l'engagement des citoyens pour protéger des milieux naturels, mais il faut aussi sous-peser en fait le droit des propriétaires et les besoins de logement des personnes. Monsieur le maire, est-ce que je peux faire un ajout? Succinctement, Monsieur Morin, allez-y, s'il vous plaît. Oui. Juste au niveau très factuel, là, au niveau de la crise du logement ou des problèmes de logement, là, bon, pour la comparaison avec le plateau Mont-Royal, je n'embarquerai pas là-dedans, là, mais sur la situation des familles à Saint-Hilaire, l'Observatoire du Grand Montréal de la CMM, si vous tapez ça sur Internet, ou crise du logement Vallée du Richelieu, œil régional, il y a plusieurs articles qui ont été publiés, puis notamment selon l'Observatoire du Grand Montréal, là, on sait qu'il y a 285 personnes à Mont-Saint-Hilaire qui accordent plus de 30 % de leurs revenus en 2021 pour leur logement. Puis on sait qu'il y en a aussi 165 qui accordent plus de la moitié de leurs revenus à leur logement. Donc ça, c'est des très, très, très factuellement. On entend moins parler qu'à Montréal. Puis peut-être que la situation est pire à Montréal, probablement. Mais c'est ça. Factuellement, là, juste des faits parce que c'est pendant la campagne, on a lu beaucoup de choses. Puis moi, comme citoyen, avant la campagne, je n'avais pas toutes ces données-là fraîchement dans ma tête. Là, donc, c'est à titre informatif. Là. Je vous remercie pour les précisions. Monsieur Saint-Onge, passons à la prochaine question. Question de cohérence urbaniste de la H60. Besoin en logement. Il semble que vous essayez de défendre coûte que coûte le projet. Et l'on n'entend pas le mot environnement. Je suis d'accord que sur le papier, le projet est beau. Mais H60 et son sous-sol est une zone tampon pour l'écoulement des eaux en sous-sol. Aussi, la densification de cette zone va perturber le chemin naturel de l'eau. La circulation sera perturbée. H60 dans l'air TOD. Comment aller facilement de la H60 à la gare? Est-ce que d'autres municipalités peuvent aider aux besoins en logement ou Mont-Saint-Hilaire a-t-elle l'obligation de grandir? Alors, sur le plan environnemental, on peut se poser aussi la question de l'impact environnemental des résidences déjà implantées dans le secteur, ou du moins en périphérie du secteur. En matière d'environnement, c'est une question qui est tout aussi légitime. En matière de besoins de logement, oui, il y aurait lieu de réfléchir à la régionalisation de la densification, puis malheureusement, c'est une option que les administrations précédentes et les maires n'ont pas retenu à la MRC. C'est une question que j'ai soulevée récemment à la MRC qui mérite une attention puis peut-être une réévaluation. Puis je pense que tout le monde a assumé ses responsabilités. Mont-Saint-Hilaire n'y échappe pas. Donc, je vais m'en tenir à ça pour l'instant.
Pourquoi ne pas rendre public le projet H60? Il y a certains éléments d'information qui sont, en fait, qui lient les propriétaires et tout. Monsieur Héroux, si vous voulez faire une demande d'accès à l'information, on verra à vous transmettre l'information qui peut vous être transmise.